Bonjour, ravi de partager avec vous ce moment sur un Facebook Live spécialement dédié au logement. J'ai le plaisir ce matin d'échanger avec Alexandre Jardin, écrivain, philosophe, on ne le présente plus. Alexandre qui est président du mouvement Bleu Blanc Zèbre. Et les citoyens maintenant. Et les citoyens maintenant, et en plus c'était au congrès de la FNIM où on sait que tu es candidat à la présidentielle, et donc tout ce qui concerne le logement, on a eu des échanges ensemble, et tu nous as dit mais il faut quand même que les professionnels reprennent la parole, que les faiseux reprennent la parole. Ouais, ceux qui font. Ceux qui font, ceux qui font. Et c'est vrai que, en fait, on voyait bien au moment du congrès que ce fameux choc de la complexité qui vous est tombé dessus, en plus du choc économique, en fait, vous êtes en France, la totalité des professions se retrouve dans des situations à peu près ingérables face à un État technocratique qui vous pond de la norme, qui vous pond et qui progressivement vous emmène dans un corner qui rend progressivement votre vie à peu près impossible. À peu près impossible. Alors, dans le mouvement Les Citoyens, on a pris acte qu'à un moment, le citoyen doit reprendre le contrôle de sa vie. C'est-à-dire qu'on veut donner du pouvoir aux citoyens et aux professions, aux professionnels, et donner du pouvoir à nos territoires. C'est-à-dire là où ça marche, là où ça se passe. Et c'est vrai que quand on a parlé, c'était évident qu'il n'y a pas un marché immobilier français. Bien sûr. Il y a autant de bassins de vie qui correspondent à des marchés spécifiques. Donc en fait, tous nos raisonnements nationaux sont à peu près délirants. Parce que ça ne correspond pas à la réalité. Et c'est pour ça que ce matin, pour nous accompagner, nous avons Jean-Luc Brulard, qui est donc, agent immobilier de proximité, tu tiens à ce terme-là. Exactement, je sais pourquoi. Voilà. Nous avons également, qui nous accompagne, Patrick Stodulka, qui est agent immobilier de proximité en Seine-et-Marne. Tout à fait. Seine-et-Marne. Et puis Robert Branche, qui est l'architecte de cette organisation. Tu peux dire un mot sur... Bon, je pense qu'il vaut mieux laisser parler la parole. Et donc sur le territoire, en fait, on a fait un constat en échangeant tous les deux, c'est qu'effectivement, on a eu depuis ces dernières années une avalanche de lois, de décrets, d'ordonnances, d'arrêtés, de réglementations, qui fait qu'aujourd'hui, nos confrères sur place ne savent plus, quand ils mettent la clé le matin dans la porte, ce qui va retomber dessus, et ils ont la quasi-certitude que de toute façon, ils ne sont pas dans les clous, parce qu'ils n'ont pas pu absorber, digérer, comprendre tous les textes qui leur sont tombés dessus. Et puis, surtout, aujourd'hui, personne ne parle vraiment dans les candidats à la présidence, hormis toi, du problème du logement et des vrais chiffres du logement. Les vrais chiffres du logement, c'est qu'aujourd'hui en France, il existe 34 300 000 logements et que, bon an mal an, on en construit 350 000 par an. Or, si on base une politique du logement que sur la construction, ce qui est le cas depuis de nombreuses années, eh bien on s'occupe de 1% du parc, 350 000, alors que pendant ce temps-là, il y a 34 300 000 logements dont plus personne ne s'occupe, si ce n'est de mettre des impôts, de la fiscalité, de la plus-value, des droits de mutation, des taxes foncières et des taxes d'habitation. Donc il serait temps qu'on s'occupe du premier patrimoine de nos concitoyens, qui est leur logement. Et vous m'aviez dit quelque chose d'extrêmement intéressant, qui était, quand on l'a entendu une fois, c'est assez difficile vous m'aviez dit, au fond, jusqu'à présent, le politique s'est intéressé à ce 1% et aux 15% de logements sociaux. C'est ça. Et or, ces 15% sont relativement chers à produire. Ouais. Et vous m'aviez dit, on pourrait avoir une politique de logement social sur l'ensemble de l'existant. C'est-à-dire que tout à coup, on pourrait agir rapidement sur la réalité du marché. C'était quoi votre idée ? Ben, l'idée, c'est de se servir du logement existant parce qu'on a un certain nombre de nos concitoyens qui relèvent du relogement social de par leurs revenus et qui ne trouveront pas de logement dans le parc public social, sont logés dans le parc privé, qui de facto joue un rôle social, mais sans être reconnu. Donc notre idée, c'est de se servir de ce parc et de donner aux propriétaires bailleurs un statut particulier, un statut juridique, un statut fiscal, un statut économique, lui reconnaissant un vrai statut d'acteur économique et permettant à ce moment-là qu'il accepte d'avoir un montant de loyer se rapprochant du niveau des loyers intermédiaires ou sociaux, en contrepartie d'avantages que le logement public, dont le logement public bénéficie. Ça peut être une remise temporaire ou partielle de taxes foncières, ça peut être des aides, des subventions, ça peut être des financements adaptés. Et grâce à ça, on se servirait premièrement du parc existant sans attendre de le construire dans 3, 4 ou 5 ans,
Deuxièmement, on est dans des zones où on serait vraiment dans de la mixité, puisque le parc existant, il est dans les centres-villes, dans les centres-bourgs. Et donc là, on a le vrai mélange qui participe à la mixité. Et puis ça coûterait 3 fois moins cher que de construire ces fameux logements publics sociaux. Ça veut dire qu'on aurait des délais d'intervention très rapides. Extrêmement rapides, beaucoup plus, qui colleraient beaucoup plus au territoire. Parce qu'on sait que dans les villes, que ce soit à Rueil, que ce soit à Meaux, que ce soit ailleurs, les besoins ne sont pas les mêmes. Et donc on pourrait effectivement se servir des professionnels du coin pour identifier et les besoins et les opportunités et mettre en place les aides correspondantes à chaque territoire. Alors, quand j'ai entendu ça, d'abord c'est d'abord enthousiasmant, parce que ça donne des capacités d'action rapides, mais on voit bien que ce que vous dites, c'est complètement en dehors du débat public jusqu'à présent. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que profession par profession, quand on fait parler les faiseux, ceux qui vivent la réalité d'un secteur, ce genre d'idées extrêmement pratico-pratiques, qui correspondent à des délais d'intervention rapides, à des effets de rupture, en fait. On se rend compte que toutes les professions y ont pensé, mais on n'en voit pas trace dans les productions de la technostructure qui est derrière l'ensemble des grands partis. Quand on a monté le mouvement des citoyens, c'était très clairement parce qu'on pensait, et on pense, mais mordicus, qu'à un moment donné, le quoi faire est du ressort du politique, mais pas le comment. Parce que le comment, c'est compliqué. Donc, ça doit être entièrement piloté par ceux qui savent. Ceux qui vivent, juste avant de rentrer, vous m'avez dit qu'en Seine-et-Marne, il y a un stock énorme de logements des années 70. Ouais. Vous pouvez répéter, bien sûr. En fait, si vous voulez, moi je constate depuis plusieurs années que si vous voulez, j'ai par exemple des appartements 3 pièces, 4 pièces qui sont des années 70, où il y a des travaux souvent importants à faire, donc les propriétaires n'ont pas les moyens, et surtout, on s'aperçoit que le régime fiscal n'étant pas adapté, eh bien, les propriétaires vendent. Hein. Et le problème, c'est que pour 3 des 4 pièces, 3 pièces ou 4 pièces, mettons une dizaine qu'on met à la vente, on en rentre un en investissement neuf qui rentre locatif. Donc on va réellement vers une pénurie, je pense, de 3 pièces, de 4 pièces dans les 5 ans à venir, hein, et peut-être même plus tôt. Et il y a beaucoup de départements si vous voulez, dans ce cas par exemple, moi, ma ville, je suis sur Melun, j'ai des communes où il y a un parc extrêmement important, il y a des quartiers entiers. Hein. Et c'est dommage, parce qu'effectivement, on avait des logements qui correspondaient réellement à une mixité sociale, puisqu'on a des propriétaires, des locataires, c'est souvent des logements qui sont loués à des prix extrêmement raisonnables, donc on s'aperçoit qu'en plus, on fait disparaître des logements loués à des prix raisonnables du marché, alors qu'en fait, le neuf, évidemment, étant beaucoup plus cher, il y a une rentabilité à obtenir. Donc ça, c'est catastrophique, hein, effectivement, c'est catastrophique. Et donc tout ça, c'est tout simplement parce que la fiscalité n'est pas du tout adaptée. Et dimanche encore, j'ai rencontré un propriétaire qui m'a dit, bon, qui gère seul, c'est bien que je connais depuis très longtemps, c'est un ancien assureur à Lyon Général, donc il me dit, moi je m'en sors plus, avec la paperasserie si vous voulez, cette année j'ai fait alors tous ses prêts sont payés, il dit cette année, je suis déficitaire entre les travaux que j'ai à faire et les loyers qui ne rentrent pas parce qu'il y a des impayés de loyers, je suis déficitaire. Donc, si vous voulez, il me dit, j'envisage sérieusement de vendre. Si le client y vend, je sais que ce client-là, tous les biens qu'il a, il n'a pas un studio, pas 2 pièces, c'est 7-8 appartements qui vont disparaître du marché locatif. Alors, vous multipliez ça par un nombre de propriétaires important, voilà, vraiment un problème grave, effectivement, je pense, d'ici 4-5 ans. Jean-Luc ? Que de choses à dire déjà. Oui, tu disais, j'ai l'immobilier de proximité. Moi, je revendique cette notion de proximité parce que j'estime que je tiens ma légitimité des gens qui poussent la porte de mon agence au coin de la rue tous les jours. Et que je tiens cette légitimité aussi de ceux qui après viennent nous voir en nous disant merci. Merci de m'avoir loué un appartement, merci de m'avoir vendu, merci d'avoir simplifié et sécurisé mon projet immobilier. Pour moi, il n'y a que ça qui compte. J'ajoute que, avant de faire ce métier depuis 10 ans maintenant, j'ai été 25 ans bailleur social, et même du très social en province, et à Paris. Je le dis, non pas pour mon CV, mais je le dis parce que je pense qu'on crève de ça aussi, c'est qu'on met tout en opposition. Le social versus le privé, tu l'as dit, je veux rebondir là-dessus. La problématique du logement, elle est globale. Le parcours résidentiel, c'est un continuum qui commence par le social peut-être, pour aller vers le privé, vers l'accession, puis peut-être un retour au social quand il y a un accident de la vie. C'est un tout, c'est un ensemble.
bon, sur ce que vous avez dit, sur cette, comment dire, ce ciblage qui est fait par les politiques publiques essentiellement sur le neuf, qui effectivement quantitativement ne représente qu'une partie infime, mais qui est en plus très sélective, et on revient à la question des normes. Moi, je commercialise un programme neuf aujourd'hui, les normes d'accès handicapé, et je fais partie de ceux qui disent chaque handicapé doit trouver un logement adapté à son handicap. Et aujourd'hui, les politiques publiques, c'est de dire tous les logements doivent être handicapables. Résultat, sur 42 logements, les normes handicapées font perdre 3 logements. Et renchérissent d'autant ceux qui sont à vendre. Donc, on rend l'accessibilité au logement neuf de plus en plus sélective. Et on laisse sur le chemin de plus en plus de gens. Et après, on s'étonne. Je pense qu'il faut aussi avoir à la fois cette connaissance du terrain, cette réalité. Moi, je l'ai vécu aussi dans mon parcours. Quelqu'un qui est aveugle, il a plutôt envie d'avoir des cloisons qui sont proches de ses mains. Et quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il a besoin d'avoir des rayons de giration élargis. Mais de grâce, on formate tout, on norme tout, on a une vision monolithique, et c'est ça aujourd'hui. Et puis on pourrait aussi parler, tu le disais sur tes exemples, sur l'investissement. Pourquoi aujourd'hui on a cette distorsion de logement de petite surface? Parce que le logement dans ces politiques publiques est trop souvent présenté uniquement comme un élément fiscal. Les gens ne contribuent pas à la solution logement pour le plus grand nombre. Les gens ne contribuent pas parfois à se bâtir un patrimoine pour leur retraite. Ils achètent un produit de défiscalisation. Donc ils achètent un studio, ils achètent un 2 pièces, mais les logements familiaux, et au bout de 9 ans, ils revendent. Et au bout de 9 ans, ils revendent. C'est comme ça qu'on a vu les excès ménurie, achat de studios en masse, Périsol, achat de maisons en masse, etc. Et après, on arrive sur des territoires où il y a des logements qui sont vides parce qu'il y en a trop et ça ne correspond pas à la demande. Voilà. En ce moment, sur mon marché, par exemple, on a une masse de 2 pièces à louer et maintenant, on s'en sort plus. Alors que le 2 pièces était le produit phare il y a quelques années, aujourd'hui, ça devient une catastrophe. Et les promoteurs font leur marche sur les 2 pièces. Alors, nous, on a une demande simple. Ou vous restez dans votre coin, ou au fond, parce que je l'ai bien senti au moment de votre congrès, il y a une révolte. Les gens veulent que ça s'arrête. Bon. Donc, ou on positive cette révolte en la concentrant de manière méthodique. Alors, ce qu'on vous propose, c'est d'aller sur le site lescitoyens1.fr. Il y a un programme cadre qui a été construit, élaboré par Robert Branche, qui va en parler. Vous venez, ce qu'on vous demande, c'est de nous indiquer très précisément, en tant que professionnel, les minimums à rétablir. Lorsque tu as dit, il faut que chaque handicapé ait véritablement, et non pas chaque logement... doit répondre à une norme. Bon, ça, ce sont des minimums. Est-ce que vous pouvez définir vous-même, compte tenu de votre connaissance fine, les 10 ou 15 minimums qui doivent être rétablis en matière de normes, en matière à partir de quelle année on a commencé à délirer avec la paperasserie? Au fond, il faudrait revenir à quel équilibre stable pour qu'on puisse faire son métier, tout simplement. On vous demande donc de nous indiquer dans le programme cadre les minimums et puis ensuite les solutions. Et soyez le plus précis possible, parce qu'ensuite on a une logique qui est une logique wiki. C'est pour ça qu'on appelle ça le wiki citoyen. Mais si les gens de l'immobilier le font, si les gens des professions de santé le font, si le monde ouvrier le fait, si le monde des auto-entrepreneurs le fait, si les paysans le font, on aura une construction globale qui portera quelque chose de raisonnable, parce que ça viendra du terrain. Est-ce que tu peux expliquer comment marche la construction du programme? Parce que c'est très particulier. Oui, en 2 mots. Donc, en fait, on parle d'une vision assez simple. C'est que ceux qui sont capables de répondre aux questions qui vivent, c'est ceux qui les vivent. Et c'est ceux qui fabriquent. Et donc, ce n'est pas un État central d'aller apporter des réponses théoriques, et que les mieux placés pour construire les réponses, c'est les professionnels comme vous dans l'immobilier, ou les artisans, ou l'autre, et les citoyens qui vivent. Ça veut dire concrètement 2 choses. Ça veut dire qu'il faut décentraliser le pays en redonnant le pouvoir au territoire, et associer les professionnels à la construction des solutions. Donc ça, et les citoyens dans la vie démocratique. Donc ça, c'est vraiment les piliers de fond donc, de ce programme cadre, et de façon à ne pas être simplement dans le discours et dans les propositions, on a lancé lundi une plateforme qui commence à concrétiser ça, et qu'on a appelé le Wiki Citoyen. Alors pourquoi le Wiki Citoyen? Parce qu'elle reprend en fait la technologie du Wikipédia. De la même façon que des millions de citoyens dans le monde ont construit la meilleure encyclopédie, avec le Wiki Citoyen, tous les citoyens français sont appelés à construire leur programme.
puisque c'est le programme des citoyens. Il n'y a même pas besoin d'avoir adhéré au mouvement Les Citoyens. Bien entendu, plus il y aura d'adhésion au mouvement Les Citoyens, plus on aura de moyens financiers qui permettra d'avancer, c'est aussi important. Mais on n'a pas besoin, on a tenu à ce que ce soit complètement ouvert. Donc dans cette plateforme Wiki Citoyen, dans un premier temps, parce qu'on est obligé d'avoir mis un peu de méthode, parce que comme on attend des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, voire des millions de personnes de contributions, donc on va recueillir d'abord donc vous allez retrouver des rubriques par rubrique, donc il y a une rubrique qui s'appelle logement, et donc là vous allez pouvoir remonter les problèmes, après en même temps remonter des solutions, et chacun va pouvoir voter. Donc c'est vraiment un outil, et je crois l'intérêt de l'outil, c'est pas seulement dans les réponses qu'il va construire, c'est de montrer que quand on donne la clé aux gens, ils sont capables de construire les réponses. Et même dans l'idée, c'est que je pense que cet outil devrait être un outil de gouvernement futur. Je pense que cet outil Wikicitoyen ne doit pas être simplement l'outil de construction d'un programme à un moment donné, mais un outil de faire fonctionner la démocratie. Et d'avoir un système continu, parce que comment l'encyclopédie Wikipédia est devenue très bonne? Elle n'était pas très bonne au début. Si vous vous rappelez, moi, je m'intéresse à Internet depuis 1994, j'ai un petit peu de recul. Au début, c'était une catastrophe, Wikipédia. Et elle est devenue bonne parce que mois après mois, année après année, ça s'est amélioré. Donc si on rentre dans un processus réellement de co-construction de la vie de ce pays, tous ensemble, et si on prend l'habitude de construire ensemble les solutions avec les professionnels, avec les citoyens, on aura un beau pays. Alors, si je peux rebondir à ces deux interventions, en matière de logement et d'immobilier, mais parlons logement, parce que le mot immobilier, il est stigmatisé, fait partie de l'ambiance. Oui. Quand on parle de logement, les solutions et les propositions, pour moi, elles doivent être d'abord sur des valeurs, c'est-à-dire faire confiance, parce qu'aujourd'hui, c'est le monde de la suspicion, faire confiance aux professionnels, faire confiance au territoire, je sais que tu y es attaché. Quand il s'agit en plus de logement, un immeuble, c'est immobile, c'est-à-dire que c'est ancré sur un territoire. Donc il n'y a pas de solution globale, il n'y a pas de solution toute faite. Il y a des méthodes de travail, et moi j'ai plutôt envie d'être apporteur de propositions en termes de méthodes, des méthodes qui s'appuient sur les professionnels, qui s'appuient sur leur connaissance des territoires, parce que les solutions sont différentes. Si j'étais en Haute-Loire, mes problématiques de mes clients, les problématiques de la population ne seraient pas les mêmes que dans l'Ouest parisien, et ainsi de suite. Et je pense qu'il faut arriver à fournir, sur la base, encore une fois, de la confiance et de l'appui des professionnels, des éléments, certes, de cadrage, etc., mais dont les solutions après pratiques sont déclinables et personnalisables en fonction des territoires. Je pense qu'il y a comme ça qu'on s'en sortira et qu'on n'aura pas de la surproduction de 2 pièces au fin fond de la Dordogne et par ailleurs un manque de centaines de milliers de logements en Ile-de-France. Alors, ce qu'a dit Robert Branche, c'est très clairement les 3 grands piliers. On veut donner du pouvoir au territoire. Quand on dit au territoire, c'est aux régions qui font le pilotage politique, mais le pilotage réel, opérationnel, doit être fait au niveau du département, au sens où nous l'entendons. C'est-à-dire, on veut plus de départements qui correspondront à nos bassins de vie. C'est bassin de vie, c'est ça. Voilà. C'est pas le département de Napoléon Ier, quoi. Du tout, du tout. Le vrai bassin de vie qui correspond à la réalité d'un marché. Ouais. Et ce que j'ai trouvé passionnant dans votre proposition, c'est-à-dire de faire du logement social, y compris dans le parc existant, dans les dizaines de millions de logements du parc privé, ce que j'ai trouvé extraordinaire lorsque vous m'en avez parlé, c'est que vous m'avez tout de suite dit il faut que le pilotage, l'accompagnement fiscal et autres se fasse bassin de vie par bassin de vie. Sinon, on va faire n'importe quoi. Donc, cette politique-là, c'est-à-dire le réglage au niveau des bassins de vie, dans le programme cadre que nous avons construit, il est bien dit que les politiques de logement seront pilotées par bassin de vie, les politiques d'éducation par bassin de vie, les politiques d'emploi par bassin de vie. C'est-à-dire que si on transfère aux régions, après il faut redescendre un pilotage réel à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'on ne raisonne pas à partir de chiffres abstraits, mais parce qu'on sait que chez vous, on voit bien que le marché est comme ça en ce moment. Totalement. Moi, je vois par exemple la Seine-et-Marne est rattachée bien sûr à l'Île-de-France. La Seine-et-Marne, c'est la moitié du territoire de l'Île-de-France.
hein. Donc quand un journaliste m'appelle pour me demander quels sont les prix en Seine-et-Marne, il dit attendez, vous êtes en train de me demander les prix de 75, 91, 92, 93, 94 et 95. Donc ça va être compliqué, hein. Donc, et on s'aperçoit qu'à côté de ça, aujourd'hui, avec les nouvelles règles gouvernementales, on va se retrouver à ce que la Seine-et-Marne est extrêmement effrayée, parce qu'on va se retrouver avec des points de décision qui vont être sur vraiment Paris, hein, et que va peser la Seine-et-Marne en face de tout le reste, hein, effectivement. Donc ça va être extrêmement compliqué. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose aussi qu'on a oublié, c'est parler de simplification quand même, parce que ça c'est important, ces effets pervers, hein, effectivement. On s'aperçoit, moi je m'aperçois depuis maintenant 6 mois, qu'on est en train de prendre 1 mois de retard sur les signatures, simplement à tous les documents. On signe en 3 mois, aujourd'hui signe en 3 mois, ça devient quasiment impossible. Avant, j'appelais le notaire, je l'avais au téléphone, aujourd'hui j'appelle, ça sonne, ça répond pas. Ils sont complètement dépassés par les événements, hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, rien que par l'ensemble de ces... Et alors, plus on fournit de documents, et moins les gens les lisent. Oui. Donc ça veut dire qu'effectivement... C'est l'effet inverse. C'est une catastrophe, quoi. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens ne lisent plus rien. Ils ne sont plus informés. Donc, Mais c'est dramatique. concrètement, dans le programme 9 que j'évoquais, mais je pourrais prendre tout ce qui est notre quotidien, aujourd'hui, un acte authentique avec ses annexes, 600 pages. Non. Alors, le législateur qu'on avait rencontré à un moment s'est gargarisé en disant mais on a trouvé la solution, vous pouvez mettre ça, tout ça maintenant sur support électronique. Bah oui, mais c'était quoi la question? Oui, mais c'est l'information du consommateur. Non. 600 pages, qu'est-ce qu'on dit? Vivement qu'il y en ait 6000 parce que le consommateur va être 10 fois mieux informé. On marche sur la tête. J'ajoute, mais je ne voudrais pas être trop long, les étrennes de l'année dernière nous ont apporté dans cette complexification l'obligation pour tous les acquéreurs, qu'on achète le château de Versailles ou un studio, l'obligation d'un contrôle du casier judiciaire pour voir si on n'était pas condamné marchand de sommeil. Il y a aujourd'hui, sauf erreur de ma part, 150 condamnations marchands de sommeil. À mon avis, il y en a moins que des gens qui ont été condamnés pour prendre l'autoroute à l'envers quand ils étaient ivres. Mais aujourd'hui, c'est ça. Là, et Jean-François vient de réagir, on est en train de nous pondre un permis de louer. C'est-à-dire qu'il va falloir demander l'autorisation à l'administration de pouvoir louer un appartement. Comme si, pas a priori, et tout ça sous toujours un couvercle, hein, de dire il y a des situations qu'on partage tous, scandaleuses, lamentables, de marchands de sommeil, de logements indignes, mais au motif qu'il y a ça, on va institutionnaliser, bloquer le pays, ne pas faire confiance aux professionnels. Moi, qu'on vienne me voir, si je loue un logement indigne, qu'on vienne me chercher, qu'on vienne me sanctionner, c'est ça que je revendique. Parce que moi, je fais mon métier de professionnel, je sais que je suis contrôlé, je sais que je suis sanctionné, et je sais que pour le coup, je suis la meilleure garantie de dignité, de location, de sécurité de mes acquéreurs. Alors que ça va être l'inverse. ceux qui trichent, ils vont continuer de tricher. Et ceux qui Ça change trichent rien. pendant ce temps-là Voilà. continuent. Donc Donc vous savez, on bloque ceux qui fonctionnent bien et puis on fait rien pour les autres. plus la jungle est dense, et la jungle technocratique et réglementaire, Dieu sait si elle l'est, plus les prédateurs peuvent s'y faufiler. Il faut qu'on puisse se le dire, ça. C'est facile, moi j'ai eu un contrôle de la direction de la concurrence, j'ai dit mais est-ce que vous allez voir celui qui travaille dans son sous-sol avec son téléphone portable? La réponse a été de me dire mais mon bon monsieur, on n'est déjà pas assez nombreux pour contrôler ceux qui ont pignon sur rue. Mais c'est scandaleux. Et tout, comme vous l'avez dit, on sent cette mécanique qui se déploie, chacun y va de son invention. Donc notre idée c'est, on arrête. Voilà. On arrête ça. Mais pour l'arrêter, il faut que ça se structure. C'est-à-dire que isolément, votre secteur ne peut rien. Ce matin, j'ai eu 3 maires ruraux au téléphone. Des gens de Moselle, des gens de Normandie. Quelle que soit la région, les maires subissent à peu près la même chose que vous. Et tous les métiers. Mais même donc la base de la République. Donc, on est en train de structurer une révolte positive, constructive, avant qu'il y en ait une noire. Ça fait 3 ans que moi je suis sur les routes à repérer ce qu'on appelle les faiseux. C'est-à-dire les associations, le monde professionnel, le monde des élus locaux, le monde de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire, au fond, peu importe, qui fabrique de la solution. Et j'ai déjà repéré à peu près 300 opérateurs qui ont chacun un segment. Si on ajoute à ça toutes les compétences qui sont dans vos grandes organisations professionnelles. Parce qu'au fond, ce qui est hallucinant, c'est que vous me dites ça, mais est-ce que ça fait partie du débat? Bien sûr que non, ça ne fait pas partie du débat. Donc, si on monte les citoyens, c'est parce qu'il faut qu'il y ait une alliance de l'ensemble de ces révoltes qui deviennent positives, qui deviennent profondément pragmatiques et altruistes, avec nos élus locaux. C'est fondamental. Parce qu'au fond, si une société civile veut s'émanciper,
face à un État central et face à un État technocratique, à un moment, il va bien falloir qu'on le fasse à un moment ou à un autre. Bon, ça ne marchera pas si on n'a pas les élus locaux avec nous. Parce qu'ils ont la clé des territoires, et c'est la base de la République. Et c'est cette conjonction qu'on est en train de construire avec les citoyens, le mouvement des citoyens, pardon. Oui, en complément, parce qu'on a une approche assez différente des programmes. En général, la quasi-totalité des politiques et des candidats présidentiels viennent apporter des réponses, viennent apporter des solutions. Nous, on a une vision, c'est que c'est vous qui avez des solutions. De la même façon que l'on tient la même chose à des juges, à des artisans, à des élus locaux. Donc, on est en train de réfléchir à comment transformer le système pour que vous soyez en capacité d'apporter des solutions. Donc, le programme est construit d'une façon différente. Il ne cherche pas de dire qu'est-ce qu'il faudrait faire dans le logement, mais comment transformer les règles du logement pour que vous, avec les élus locaux, avec les habitants, construisez des solutions. Parce qu'on a une idée absurde. Je n'ai pas mémorisé de quelle commune vous êtes, monsieur, excusez-moi. C'est Melun. Melun. L'idée absurde que si on réunit à Melun les élus locaux, les professionnels de l'immobilier, les habitants, un certain nombre d'associations, ils ne vont pas avoir pour but de construire des logements dont ils n'ont pas besoin. Et qui vont plutôt trouver les bonnes solutions. On a ce raisonnement un peu absurde, et la même chose dans votre commune et tout, c'est-à-dire de sortir de ce schéma où on dit finalement on est mieux placé que vous, qui habitez Melun, à construire. Et je ferais la même réflexion si vous étiez professeur à l'école, vous dire voilà, on n'a pas le but de maltraiter vos propres enfants, même chose sur la santé. Donc le programme des citoyens n'a pas pour but d'apporter des solutions, mais de changer, de sortir de 4 siècles de folie centralisatrice pour donner les clés, et simplement en mettant de la démocratie citoyenne, de façon à ce que les citoyens aient aussi, comme en Suisse, un droit de recours face aux élus et de démocratie citoyenne. Voilà. Et ça fonctionne pas mal. Bon, pas trop mal. Sauf qu'en France, on ne regarde jamais ce qui se passe à l'étranger. Moi, je suis lyonnais, donc je suis allé souvent vers le bord du lac Léman, parce que ouais, en Suisse, c'est possible, et en France, c'est pas possible. Donc ça, c'est le lac Léman. Donc là, c'est pas possible, et là, c'est possible. Non mais attendez, il faut arrêter cette folie. Arrêtons. Ce qui est possible sur une rive du lac Léman est possible sur l'autre. Hein, c'est tout. Sauf que quand on regarde la problématique du logement, et nous on a étudié ce qui se passait en Europe, les grandes disparités, parce qu'il y a des grandes disparités qui y a l'histoire, il y a des choses qui fonctionnent à l'étranger. Et nous on ne le fait pas. On sait par exemple que dans les pays du nord de l'Europe, le logement social sert énormément du parc privé. Et que ça fonctionne, et que ça fonctionne bien, et que tout le monde participe, et qu'au moins on met en face des logements qui sont en phase avec la demande. Voilà, plutôt que d'avoir ici, étatiquement, de façon jacobine, des décisions qui sont prises, où on dit finalement, en Vendée on est en zone C, on ne construit pas, alors qu'en Vendée il y a un schéma économique qui est très positif, et qu'on a besoin de loger des salariés qui arrivent en Vendée. Bon, c'est un petit problème. Voilà. Et puis ici c'est pareil, on est à Paris, et finalement à Paris, aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On fait l'encadrement des loyers, on fait des dispositions qui sont contraignantes, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, ils vont plutôt louer les trucs sur les plateformes collaboratives en ayant meublé le logement avec Ikea le week-end, et du coup, ça retire tous ces logements-là du parc locatif pour les salariés de nos entreprises. Voilà. Et on fait exactement l'inverse de ce qu'ils voudraient faire, et on est étonné qu'on arrive à des mauvaises solutions. Dans cette campagne, on a monté, on a un énorme réseau avec 200 maisons des citoyens qui se sont montées spontanément. Une grande partie de ces maisons sont en ce moment en train de faire le travail de collecte des signatures des maires. Chacun fait sa part. La part que l'on demande aux professionnels, c'est, si vous le souhaitez, d'adhérer, si vous le souhaitez, sinon, à minima, de contribuer au programme, c'est pour nous fondamental, et toute la force de frappe médiatique qu'on va mettre en place, ça sera pour défendre des programmes qui ne seront pas issus de mon cerveau, mais issus de vos compétences. C'est exactement cette idée. Nous croyons fondamentalement en l'intelligence collective. On est un peuple profondément intelligent, qui se retrouve coincé en face de gens qui savent à notre place. Ça ne peut pas fonctionner. Voilà, donc je rappelle juste, ça s'appelle Les Citoyens, c'est lescitoyens1.fr. Faites votre part, nous on fait la nôtre, et si on ne le fait pas, qu'on vienne pas se plaindre. Citoyen1.fr. Oui, bravo Alexandre. Bon. Merci. Merci mes amis. Merci à vous. Merci Alexandre. Merci.